Bonsoir à tout le monde. Peut-être que on devrait commencer par expliquer la raison d'être de cette initiative. C'est une initiative conjointe entre le Club Développement International, dont je fais partie, et le pôle Entreprendre. Donc, l'objectif, c'est de mieux faire connaître l'entrepreneuriat africain à la communauté des diplômés du groupe HEC, mais pas uniquement à cette communauté de diplômés, mais l'idée, c'est d'aller bien au-delà et de mettre en œuvre un partage d'expériences et des témoignages d'entrepreneurs. Voilà, c'est véritablement cela la raison d'être de cette initiative. Mais de manière plus générale, le club développement international de l'association du diplômé HEC a des activités qui s'articulent autour de trois pôles. Il y a des conférences régulièrement autour de thématiques diverses, africaines, mais pas seulement, il n'y a pas seulement des thématiques africaines. Il y a régulièrement il y a des voyages qui permettent de découvrir un pays étranger sous son angle économique, on va dire. Voyage dans le cadre duquel plusieurs diplômés d'HEC partent à la découverte d'un pays étranger et en particulier de son secteur privé. Et enfin, ça marche plutôt bien, des after-work qui réunissent, du moins pour ce qui concerne l'Afrique, en général autour de 200 personnes dans un bar, le bar d'un hôtel qui est privatisé à Paris. La raison est simple. Pour connaître l'Afrique, il faut rencontrer des Africains qui viennent d'horizons divers. Et donc, ça, c'est une initiative qui fonctionne bien depuis de longues années. Donc, je fais partie donc du Club Développement International et je laisse peut-être Marline vous dire quelques mots sur le pôle Entreprendre. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints et merci de vous intéresser aux entrepreneurs africains. Donc, effectivement, je fais partie du club Entreprendre, du Hub Entreprendre. Je suis spécifiquement au club des Business Angels des alumni. C'est un club où on ne parle pas régulièrement d'Afrique parce que simplement, on n'avait jamais fait le pont avec le hub international. Donc, on est ravis à l'invitation de Christian de enfin faire le pont entre l'Afrique et les entreprises. Je voulais vous remercier tous d'être là, autant les alumni que les non-alumni, parce qu'en regardant la liste des inscrits, il y a également un très grand nombre de non-alumni qui sont parmi nous et ce n'est pas du tout une réunion qui est réservée au HEC. C'est une réunion qui se veut un lien entre, pour vous permettre de découvrir ce qu'il se fait de mieux pour des entrepreneurs et des startups du continent. La soirée va se dérouler de la manière suivante. On va avoir 3 pitchs de 3 jeunes start-upers qui sont tous les 3 dans le secteur des assurances. Christian et moi, on posera au terme de chaque pitch chacun une question pour éviter que ce soit trop long. Et au terme de ces 3 présentations et de ces 3 premières séances de questions-réponses, on passera aux questions-réponses du public. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous posiez vos questions sur le petit chat qui est à votre disposition pour que l'on puisse les compiler. C'est Moulay qui est chargé de compiler toutes les questions et de les poser à la fin des 3 présentations. Ça évitera d'interrompre les pitchers pendant leur présentation. C'est toujours un exercice difficile. J'ai juste un petit mot également pour vous dire que pour ceux pour qui c'est possible, c'est toujours plus sympa d'avoir une caméra pour que les personnes qui présentent puissent avoir des réactions et des visages à mettre quand ils racontent leur histoire. C'est toujours plus agréable que de voir un écran noir avec un prénom dessus. Et après ça, je vous remercie. Voilà, les
présentation pour les deux personnes qui présentent avec un support PowerPoint ou PDF vous seront transmises demain, ainsi que le replay de la présentation. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des notes ou de photographier les slides. Voilà. Sur ce, je te redonne la parole, Christian. Merci, Marline. Alors, beaucoup de personnes se demandent comment nous choisissons nos thèmes. Donc, le premier thème, il y a 15 jours, concernait les fintechs en Afrique. Aujourd'hui, bon, voilà, on va parler d'assurance, on va parler des assurtech. Je ne suis pas un spécialiste de l'assurance et beaucoup d'entre vous non plus, vous n'êtes pas des spécialistes de ce secteur. Ceci étant, c'est un secteur qui innove. On parle d'une croissance exponentielle dans ce secteur, probablement en raison peut-être la digitalisation forcée en raison de la pandémie actuelle et un facteur de croissance. Du moins, les entrepreneurs, les 3 entrepreneurs donneront leur avis à ce sujet. C'est un secteur qui semble attirer l'attention des investisseurs. Les assurtech, c'est quoi au fond? Ce sont des assurances par voie digitale. Ces assurtech sont en train de bouleverser le marché de l'assurance en Afrique. Il y a des jeunes startups qui proposent des offres d'assurance 100% digitales qui sont souvent plus transparentes que les offres des grands acteurs traditionnels. Les acteurs historiques, les grands assureurs tentent d'innover également en nouant des partenariats avec ces nouveaux entrants. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'Afrique est un terrain de jeu très intéressant pour ces assurtech. C'est un continent qui abritera bientôt près de 2 milliards de personnes à l'horizon 2050. En matière de technologie, la croissance du mobile et la pénétration d'Internet, le taux de pénétration d'Internet qui ne cesse de s'améliorer, doit normalement, et c'est ce que les faits le montrent, révèle des belles perspectives de croissance pour les jeunes acteurs que sont les assurtech. Donc, l'Afrique représente un marché important. Oui, actuellement, nous sommes en pleine pandémie avec le Covid. Le Covid révèle à quel point le numérique est important dans énormément de secteurs, le secteur de l'éducation, par exemple, le secteur de la communication. D'ailleurs, cette communication que nous avons aujourd'hui se substitue à des conférences sous forme présentielle. Et donc, ce que je peux dire avant de donner la parole au premier entrepreneur, c'est que l'Afrique n'a certainement pas attendu cette pandémie pour s'emparer des bienfaits du numérique. Eh bien, pour pouvoir vous en convaincre, donc 3 entrepreneurs vont avoir l'opportunité de vous présenter leur innovation. Et nous allons commencer par Bertrand, le fondateur de EasyCare. Donc Bertrand, tu as 5 minutes pour nous présenter la raison d'être de EasyCare. D'accord. Merci Christian, merci Marline, merci à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité pour cet événement. Je vais partager mon écran. Le partage est désactivé apparemment. Alors, je vais réessayer. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Ah. Normalement, tu n'es pas participant, tu es co-host. Donc, Alors, Eric?
Eric est là. Je suis là. Attends, je vais nommer Bertrand Haute tout court. Ça sera peut-être plus simple. D'accord. Et merci, Eric. Ça y est. Normalement, tu devrais y arriver maintenant. Oui, oui, tu peux partager ton écran. Alors, je vais essayer. Alors, non, toujours pas. C'est pas comme si on l'avait pas testé avant de démarrer. Si tu permets, Bertrand, je l'avais enregistré tout à l'heure. Question de me l'envoyer, donc je peux le passer pendant que tu le commandes, ça te va? D'accord, ok. OK, allons-y. On va essayer de faire ça bien. J'espère que tu es sur le bon Bertrand, Eric. Parce que Bertrand, en fait, son nom sur le... Oui, je veux voir le commentaire sur Oui, le j'ai chat. deux comptes. En fait, je parle à travers mon téléphone On mobile, s'appelle mais je EasyCare. partage avec mon ordinateur. EasyCare Assurance Santé. Ah oui, c'est EasyCare. Alors, attends un instant. Bertrand, tu essayes de nous confuser. Est-ce que c'est bon maintenant, Bertrand? Alors, je vais essayer. Non, c'est pas le bon. EasyCare, ça s'écrit avec un I. I-Z-I. EasyCare, pour moi, c'est bon. Echo. J'ai deux EasyCare en fait. Ça y est. Sur le Deux deuxième, EasyCare, pardon, excuse-moi. C'est EasyCare Assurance Santé. C'est ça, Bertrand? Ouais, c'est ça. Tu essayes de gonfler les statistiques, tu te connectes avec 5 comptes. Tandis que le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. En fait, j'ai un problème de carte son sur mon PC. Donc, le son, je me connecte avec mon téléphone pour le son et pour le partage via mon PC. D'accord. Normalement, tu devrais y arriver cette fois. Ah, là, c'est magnifique. C'est bon. OK, allons-y. Allons-y. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Très bien. Alors, je vais vous parler de EasyCare. Nous, on pense que la bonne santé est la clé d'un développement durable et équitable. Cette assertion est notamment vraie en Afrique, particulièrement vraie en Afrique. Et nous sommes partis de là pour créer EasyCare, qui est la première plateforme digitale d'assurance santé connectée pour la diaspora africaine, afin que la diaspora puisse assurer leurs proches en Afrique. Nous, on a un ADN digital, 100% digital et mobile. Notre concept, c'est qu'à partir de 50 centimes d'euros par jour, les proches de la diaspora vont pouvoir se soigner sans avance de frais. Nous, on est à la croisée entre trois socles, c'est-à-dire InsurTech, AssureTech, FinTech et e-santé. Notre vision, c'est quoi? C'est de rendre les soins de santé plus accessibles, qui représente un élément fondamental pour un développement équitable et inclusif. Et notre mission consiste à une seule chose, c'est faciliter l'accès et le financement des soins en Afrique. Bien entendu, on verra que comment nous on fait cela. On exécute notre mission en mobilisant la diaspora à travers notre plateforme EasyCare pour une assurance santé fiable, solide et simple à souscrire. L'équipe de EasyCare est constituée de 4 personnes, de 4 cofondateurs. Il y a Xavier Beronski, qui est le directeur des opérations, c'est un HEC, master en économie, expert en assurance. Il y a le docteur Pierre Abadi, qui est notre directeur médical, directeur de l'innovation. Docteur, un chirurgien, et puis HEC également. Il y a Soutan, qui est notre conseil en stratégie. C'est le DG de l'ICA Mobile France et Afrique. Et bien entendu, moi-même, je suis le CEO, je suis HEC exécutif MBA, software engineer, et avec plus de 15 ans d'années, plus de 15 ans d'expérience en tout ce qui est digital. Précédemment, j'étais cofondateur et directeur d'une société dans le digital, ce qu'on appelle ESN, entreprise de services numériques, qui a été depuis revendue. Ceux qui nous accompagnent au niveau du board, il y a François Raé, qui est professeur à HEC,
Il y a Benjamin Camon, qui est le directeur de Wilco Healthcare, qui est un accélérateur de start-up. Et puis il y a Julien Gelot, qui est l'ancien directeur commercial de BNP Paribas Cardiff, également fondateur de la plateforme Covet. Les problèmes que rencontre souvent la diaspora, c'est qu'on a un problème d'affectation des fonds qu'on envoie à la famille. La famille nous sollicite constamment pour qu'on les aide à se soigner. Mais lorsqu'on envoie ces fonds à la famille, ces fonds s'évaporent dans différents circuits, les loisirs, les boissons, les lotos, etc., etc. Et la famille nous sollicite tout le temps, constamment, pour qu'on envoie à nouveau des fonds. On a un problème de coût élevé des transferts de fonds, ça tout le monde le sait. Alors, quant aux proches en Afrique, ces proches ont des difficultés pour financer leurs soins. Il y a quelques années, on a vu des femmes accoucher devant l'hôpital parce qu'on a refusé de les prendre en charge au Cameroun, à Douala notamment. Il y a plein d'exemples comme ça où des femmes sont séquestrées dans des hôpitaux parce qu'elles ont donné naissance, qui est le plus bel acte au monde, et après, elles n'ont pas pu payer les frais d'hôpitaux, d'hospitalisation. On les a séquestrées avec leur bébé. Donc tout cela, ça fait froid au dos. Et par-dessus tout, vous avez un problème de manque de fiabilité des réseaux de soins. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé comme solution? Nous avons inventé EasyCare. En fait, ça va permettre à la diaspora africaine de faire une souscription en ligne financée par la diaspora en indiquant la famille en Afrique à partir de 0,50 centimes d'euros par jour et sans avance de frais. La famille reçoit une carte de santé digitale, une e-carte santé. Et derrière, s'il y avait une carte d'assurance santé physique, elle pourra toujours l'avoir dans les 2 à 3 semaines qui suivent. Nous avons une application mobile disponible sur la Play Store et sur l'App Store, etc. Nos produits, en général, nous avons 3 produits, une offre économique, une offre bien-être et une offre confort. On n'a pas voulu proposer beaucoup de produits à la diaspora. On a juste ces 3 produits-là, clairs et simples. L'offre économique permet, par exemple, d'être soigné dans les hôpitaux publics et confessionnels. L'offre bien-être dans les hôpitaux publics, confessionnels et privés. Et l'offre confort dans les hôpitaux publics, privés, confessionnels, mais aussi avec l'option d'évacuation en France. À côté de ça, nous avons anticipé un certain nombre de tendances en ajoutant quelques services additionnels à notre solution, qui est la géolocalisation des praticiens, la prise de rendez-vous en ligne avec les médecins, la téléconsultation médicale, un carnet de santé numérique, et pour la diaspora qui ne souhaite pas souscrire une assurance, mais qui souhaite quand même s'occuper de ses proches en Afrique, nous leur offrons la possibilité, à travers notre cagnotte digitale santé, de pouvoir cotiser sur un porte-monnaie santé en ligne. Et lorsque sa famille est malade en Afrique, elle peut le débloquer à tout moment pour payer les frais de santé, sans passer par l'assurance. Notre présence, nous avons démarré en fin 2019, en décembre 2019 par le Cameroun. Je suis originaire du Cameroun. On a commencé par le Cameroun, un pays que je connais très bien. On a développé le Cameroun. Et en 2020, on a ouvert notre présence en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Niger. En 2021, on va ouvrir ces pays-là, moyennant bien entendu une levée de fonds. On a déjà ouvert le Maroc pour ce qui concerne l'exercice 2021. On continue à travailler, sous réserve qu'on lève un certain nombre de difficultés qu'on a. Nos partenaires aujourd'hui, nous avons choisi des partenaires solides en Afrique, qui sont des partenaires panafricains, comme on dit. Il y a NCA, qui est un assureur africain de renom, qui est très connu en Afrique, présent aujourd'hui dans 14 pays africains. Il y a GCA, qui est un courtier panafricain, présent dans 27 pays d'Afrique, avec qui nous sommes en partenariat. Et puis au Cameroun, on a ARIA, qui est un assureur très, très agile, un assureur indépendant, très, très agile, avec qui nous travaillons depuis 2017 dans la phase de développement du produit. Alors, pourquoi nous soutenir? Déjà, réduire le déficit d'accès aux soins sur le continent africain, et puis la création d'emplois indirects, un business model scalable, un problème réel dont l'importance a été vérifiée auprès de la diaspora africaine. Et puis, bien entendu, nous sommes une équipe compétente, complémentaire, et à nos yeux, nous n'avons véritablement pas de concurrence sérieux au sens que nous, on s'appuie sur une plateforme digitale. Si vous nous retirez notre plateforme, nous, on ne sait pas travailler. Tout est complètement digitalisé chez nous. Nous, on n'utilise pas de formulaire de souscription et tout.
Bon, un marché considérable, 30 millions de membres de la diaspora envoient des fonds à leurs familles en Afrique, et puis un parfait timing, des questions de santé de plus en plus prégnantes pour la diaspora, notamment liées au Covid. Ceux qui nous soutiennent aujourd'hui, vous avez HEC Incubateur. Nous, on est incubé à Station F à HEC Incubateur. Il y a BPI France qui nous a accordé des subventions pour notre technologie, pour l'innovation que nous apportons en termes de services, en termes de rupture dans l'assistance des proches en Afrique. Il y a Bondi Innov qui est également un incubateur. Et puis, il y a Wilco Startup et bien entendu HEC Paris, dont je remercie tous ces partenaires de nous avoir soutenus et qui continuent toujours à nous soutenir. Vous avez mon contact qui est là. Et si vous voulez nous rendre visite à Station F, n'hésitez pas. Notez que intentionnellement, comme je n'avais que 5 minutes, je n'ai pas mis tout le deck complet, la présentation complète. Donc, j'ai présenté quelques slides. Si vous êtes investisseur et intéressé par EasyCare, je peux vous envoyer un deck complet, vous avez mes coordonnées. Si vous êtes client potentiel et intéressé pour souscrire, je peux également vous envoyer la présentation complète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bertrand. Moi, j'ai une première question de Business Angels parce que je viens du club Business Angels. Tu es en levée de fonds? Est-ce que tu es en levée de fonds active? Tu cherches des investisseurs ou tu cherches juste des business, des clients potentiels? Alors, nous, on cherche les deux. Nous, on cherche les deux. On a besoin du carburant pour avancer. Vous avez vu notre plan de marche sur 2021. On a besoin de carburant, on a besoin de fonds. Donc, on cherche à lever des fonds. Nous, on cherche à lever 500 000 euros pour pouvoir exécuter notre plan 2021 jusqu'à mi-2022. Et tu as combien d'assurés aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est à 700 assurés. OK. Après, également, ta deuxième question, bien entendu, on cherche des clients. Donc, si dans l'assistance, vous êtes intéressé, vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, vous avez des contacts, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et bien entendu, également, si vous êtes investisseur, je suis également à votre disposition. Alors, j'ai une question. J'ai une question concernant la taille de ton marché. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un service qui s'adresse aux clients de la diaspora. Du moins, ce sont les clients de la diaspora qui sont payeurs. Et les bénéficiaires, ce sont les assurés qui sont en Afrique. C'est bien ça? Absolument. Mais alors, bon, mais est-ce que la taille de ton marché n'est pas beaucoup plus grande en Afrique auprès de ceux qui n'ont pas de lien dans la diaspora? C'est une très bonne question. Parce qu'en termes de volumétrie, j'imagine que le nombre de clients potentiels est bien plus important parmi ceux qui n'ont aucune connaissance ou aucun lien familial avec une personne de la diaspora. Alors, donc, pourquoi avoir fait ce choix? Alors, pourquoi avoir fait ce choix? C'est une très bonne question. Pourquoi avoir fait ce choix? Au début, nous, on s'est posé cette question-là. Lorsque nous avons commencé à concevoir le produit, on s'est posé cette question. Est-ce qu'on adresse nos compatriotes qui sont en Afrique ou est-ce qu'on adresse nos compatriotes qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc., etc. Alors, on a fait plusieurs voyages en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Sénégal, avec mes associés. On a fait l'étude terrain, comme on dit. Et puis, on est revenu en France, on a étudié la chose, et finalement, on a pris la décision d'adresser la diaspora et non les compatriotes qui sont en Afrique, dans un premier temps. Après, on pourra toujours aller en Afrique. Pourquoi? Pourquoi nous, on a pris cette décision? Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, bien entendu, le marché de l'assurance est très vaste parce que le taux de pénétration de l'assurance est encore très faible là-bas, moins de 5% de la population. Mais il se posait, par rapport à la cible qu'on devait viser là-bas, un problème de financement. Un problème de financement. C'est-à-dire des capacités de financer une assurance santé.
Parce que ma question, alors oui. Je vais aller un peu plus loin dans ma question, est-ce que avoir un impact, est-ce que ce type de service n'aurait pas plus d'impact s'il y avait des produits d'assurance compatibles avec le pouvoir d'achat des bénéficiaires de ces assurances? Absolument. Ça aurait effectivement du sens si effectivement les assureurs créent des produits compatibles avec le pouvoir d'achat de nos compatriotes en Afrique. C'est-à-dire des offres d'assurance inclusives, que ce soit de l'assurance santé, que ce soit de l'assurance habitation ou responsabilité civile, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, lorsque vous souscrivez à une assurance pour ce qui concerne la zone CIMA, CIMA, c'est un peu l'autorité de régulation, le petit contrôle prudentiel, qui est l'équivalent de l'ACPR en France, vous devez payer annuellement votre assurance. Alors, vous imaginez le commun des Africains payer une formule d'assurance de façon annuelle. C'est lourd pour son budget. Nous sommes habitués en France, en Europe, dans les pays développés, à payer notre assurance mensuellement ou même trimestriellement. Mais en Afrique, vous avez l'obligation de payer annuellement. Et ça, c'est très lourd pour vous. Et ça, c'est un des... Pardon? Pourquoi payer annuellement? Parce que c'est l'autorité des contrôles prudentiels qui impose cela aux opérateurs. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas faire payer les gens mensuellement comme ici en Europe. Or, nous, on donne la possibilité à la diaspora africaine de payer notre assurance mensuellement, trimestriellement, semestriellement, etc. Comment on le fait dans leurs habitudes ici en France? Mais sauf que c'est nous qui supportons effectivement ce coefficient-là entre le fait qu'on leur donne la possibilité de payer mensuellement ou trimestriellement, alors que de l'autre côté, en Afrique, on paye annuellement l'assurance. Donc, ça, c'est une des raisons qui a fait que on a décidé d'attaquer plutôt la diaspora. Deuxième raison, c'est que la diaspora est plus friquée, entre guillemets, pour utiliser un terme terre à terre, que les proches en Afrique. Vous savez, nous tous qui sommes en Europe, en Afrique, ils se disent que, voilà, on est au soleil, on est sur la Lune, on a beaucoup de moyens et tout. Dans l'absolu, c'est vrai, relativement, c'est vrai par rapport à eux, en majorité. Donc, nous, on a la capacité de payer un service ici pour notre famille en Afrique. Et la Banque mondiale nous dit chaque année, la diaspora africaine, 30 millions d'Africains de la diaspora envoient plus de 70 milliards de dollars à leurs proches en Afrique par an. Plus de 70 milliards de dollars. C'est-à-dire la diaspora africaine en termes de pouvoir, de puissance économique, c'est l'équivalent de la 6e région d'Afrique, comme aime à le dire l'Union africaine. Et elle investit 3 fois plus que la Chine en Afrique. La Chine est la première puissance qui investit en Afrique. Mais en réalité, si vous regardez bien, la diaspora investit plus de 70 milliards de dollars, là où la Chine est autour de 23 milliards de dollars, donc plus de 3 fois plus pour la diaspora. Et nous, on s'est dit, sur ces 70 milliards de dollars, d'après l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, 13% de ces 70 milliards de dollars sont dédiés à la santé. Mais comme je disais tantôt en avant-propos, la famille en Afrique, lorsqu'elle reçoit ces fonds envoyés par vous et moi, elle n'affecte pas ça dans ses soins. Ça part dans les loisirs, les voyages, etc., le loto, etc. Et donc, nous, EasyCare, qu'est-ce qu'on veut faire? Le loto? Ah oui. Nous, EasyCare, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut vraiment flécher cet apport de la diaspora, leur apporter la tranquillité et sécuriser cet apport de la diaspora auprès de leurs proches en Afrique, de sorte que la diaspora doit être sûre désormais que ce qu'elle met comme financement dans les soins de leurs proches en Afrique, cette somme est véritablement affectée aux soins. Et c'est ça EasyCare aujourd'hui. On admire à quel point tu es convaincu, mais quel est le principal argument que tu pourrais mettre en avant pour convaincre des investisseurs qui t'écoutent? Pourquoi investir dans EasyCare? Alors, tout à l'heure, tu semblais vouloir draguer les investisseurs qui t'écoutent. Alors, pourquoi investir dans EasyCare? S'il y a des investisseurs potentiels, je dirais EasyCare aujourd'hui, c'est une belle réussite. C'est une plateforme 100% digitale. On est dans l'ère de la tech, du digital. On est complètement digitalisé. Depuis qu'on s'est lancé, on a eu quasiment 20% de croissance chaque mois de notre portefeuille client et de la collecte des primes. Plus 20% de croissance chaque mois.
On a un coût d'acquisition, ce qu'on appelle un CAC d'à peu près 45 € par client. Nous, depuis le démarrage, on a commencé sur le Cameroun. On a eu une accélération en termes de déploiement. On est vraiment très, très agile. Donc, on a une très belle équipe, une équipe complémentaire. Vous avez vu notre directeur des opérations, c'est un expert en assurance. Moi, je suis expert tech et puis business school, HEC. Et on a un directeur médical qui est expert en tout ce qui est problèmes médicaux et tout, etc., etc. Donc, je dirais que pour un investisseur, EasyCare, c'est une start-up en forte croissance qui a certes besoin du carburant pour avancer. Et nous, on peut vous garantir que si vous investissez 1 € dans EasyCare, dans 2 ans, vous aurez un retour sur investissement d'au moins 100%, plus 100%. Marline, Oui. le premier sondage, on va voir ce qu'en pense le public. Je pense que les sondages... Ouais. Eric, tu es là? Non, Eric est parti. Alors, Normalement, je pense que vous voyez le sondage tous. donc là, c'est le premier sondage? Là, c'est le premier sondage où tu demandes un petit peu où sont situés les gens et quel est leur profil. Et, Oui, donc ensuite, on va passer au sondage. On va demander l'avis du public sur... la prestation de Bertrand. Voilà. Nous a-t-il convaincus? Alors, tu veux commenter le sondage, le résultat? Non, en fait, on ne l'a pas encore lancé. Calme-toi. On y arrive. Ouvrir le vote. Est-ce que Bertrand vous a convaincu dans sa présentation? Le vote est ouvert. Et nous sommes en train d'aller vers un score extraordinaire, Bertrand. Voilà, c'est un score soviétique. Un score tout à fait soviétique qui promet soit des clients, soit des investisseurs, ou les deux, clients et investisseurs. Moi, je regarde, Christian et Bertrand, je regarde les questions qui sont posées sur le chat et je pense qu'il y a énormément de questions opérationnelles. Ouais. Donc, je pense qu'il y a énormément de clients, Bertrand, que tu vas pouvoir convaincre de rejoindre la plateforme parce que je pense que ça a suscité l'intérêt de beaucoup. Il y a quelques questions investisseurs, je pense que là, il y aura l'occasion de les poser, mais il y a vraiment beaucoup de questions sur les aspects opérationnels. Alors, le résultat du vote. Le résultat du vote est soviétique. Donc, il y a combien de votants? Il y a 79 personnes qui ont voté. Je vais partager le résultat. Tu en as convaincu 59% et il en reste 39% à convaincre. D'accord, ok. Merci. Tu as encore une chance lors de la session de questions-réponses à la fin de la session. D'accord, ok. Donc, Souleymane? Est-ce que Souleymane est prêt? Ton micro est coupé. Une minute, je suis là. Oui. Vous m'entendez? Oui. On t'entend, Souleymane. Bienvenue. Bien, merci. Merci tout le monde. Une présentation à partager. Oui, je vais aller sur Zoom. Partage. Et on est bon. OK. Je vais enlever juste la fenêtre du pôle. OK. Donc, Souleymane, tu nous parles depuis Dakar, n'est-ce pas? Oui, je vous parle depuis Dakar. Donc, je suis... un Agadef. Parmi les speakers, je suis le local de l'étape. Magnifique. Merci tout le monde. Donc, moi, je vais vous présenter Assuraf. Donc, merci spécialement Christian d'avoir évoqué l'émergence de la transformation digitale. Ce n'est pas quelque chose qui est tout récent. On en parle depuis quelques années. Mais très certainement, le Covid va être un élément d'accélération dans toutes les géographies et dans tous les secteurs.
tous les secteurs qui sont effectivement touchés de plus en plus. Et c'est très souvent un tournant qui est inévitable et qui peut être même fatal pour les moins préparés. Donc, ceci étant dit, pour avoir fait la rencontre de l'assurance, je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans quelques minutes. La question que je me suis posée, c'est comment ce monde de l'assurance va-t-il survivre à la société de demain? Parce que pour les avoir côtoyés encore une fois, à un moment, je me suis vraiment demandé si ce secteur-là était conscient de la transformation qui était en vigueur dans les autres secteurs. Et je regarde à côté de ça l'actuel, donc l'existant, dans la zone CIMA, un très faible taux de pénétration. On parle en moyenne de 1,5% de taux de pénétration, tant sur la population que sur la taille de marché. L'Afrique tout entière représente 1,5% de toutes les primes qui sont émises dans le monde. Les primes émises sont autour de 5 000 milliards de dollars. Et l'Afrique doit représenter quelque chose comme 70 milliards. Et parmi ces 70 milliards-là, l'Afrique du Sud représente 70% du marché. Donc, je vous laisse faire le calcul. L'Afrique subsaharienne représente très, très peu en termes d'assurance, tant sur la pénétration que sur la part en termes de marché global. Et ceci est dû à plusieurs raisons. Il y a non seulement des systèmes d'information qui sont lacunaires, voire inexistants, les informations clients qui manquent, et si inexistants, des outils internes qui sont obsolètes. Ceci, bien entendu, induit de l'inefficacité opérationnelle, parce que dans les organisations, ils n'arrivent tout simplement pas à fournir le niveau de service requis par les clients. Il y a un écosystème d'intermédiaires qui est absolument sans contrôle et déstructuré, ce qui fait que ça n'induit pas la confiance par rapport à la population. Et le résultat de tout ça, c'est vraiment une expérience client qui est déplorable. Voilà. Pour le peu de gens qui sont assurés, c'est des gens qui vont s'assurer parce que c'est la contrainte légale, mais sans plus. Voilà. C'est vraiment la philosophie et le rapport que la population africaine a avec l'assurance. Donc, comment est venu ce projet? Donc, moi, je ne viens pas des assurances, je viens des télécoms. J'ai 17 ans d'expérience globalement. Ça a commencé par une petite expérience en France, puis au Sénégal avec Orange, et par la suite avec de grosses multinationales qui sont soit dans les télécoms, les équipements télécoms, soit des produits et services mobiles et Internet, assez globalement. Et après 16 ans d'expérience et beaucoup de déplacements, beaucoup de pays couverts, parce que je couvre essentiellement l'Afrique subsaharienne, une volonté de me poser et de m'engager sur des projets qui me tiennent à cœur et d'avoir un impact un peu plus localisé avant de retourner explorer la sous-région. Donc, c'est des projets qui ont commencé dans les télécoms et c'est là où l'assurance est venue vers moi pour un accompagnement. Sur la digitalisation de certains de leurs process, mais également la digitalisation de certains de leurs produits, notamment via le mobile. Parce que quand on fait la comparaison entre le monde d'où je viens, c'est-à-dire le mobile, et le monde des assurances, on parle de 1,5% de taux de pénétration, et pour le mobile, on parle de 86% de taux de pénétration sur l'Afrique subsaharienne. Donc, on voit le potentiel qu'il peut y avoir et aussi des indicateurs de performance qui sont complètement différents. Le mobile a su adresser les problématiques de distribution, de parcours client, de marketing, de KYC, de average revenue per user, qu'ils essaient d'accroître de mois en mois, qui sont des indicateurs très suivis. Et quand je vois à côté de ça, l'assurance, un circuit de distribution complètement déstructuré, pas de KYC, tout simplement, ils ne connaissent pas leurs clients. Donc, quand on ne connaît pas son client, comment on peut connaître ses besoins et comment on peut lui fournir le service dont il a besoin.
Donc, cette assurance qui est venue vers moi m'a vraiment permis de créer le lien entre ces deux mondes-là et de créer Assuraf. Donc, Assuraf qui a été créé en 2018, en fin 2018. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi pour bâtir la plateforme parce que l'assurance, bien entendu, c'est un secteur très fortement régulé et réglementé. Ce n'est pas comme se lever du jour au lendemain et créer une marketplace et commencer à vendre des crèmes glaces et des électroménagers. Donc, c'est vraiment un secteur qu'il faut étudier, un secteur dont il faut avoir de l'expérience. Et ça nous a pris à peu près un an et demi pour mettre en place la plateforme et l'application, pour pouvoir explorer le marché, le secteur, qui est un marché qui est très peu ouvert, tant structurellement que le peu d'infrastructures technologiques qu'ils ont. Un marché qui est très confortable dans le statu quo. Donc, c'est des gens qui, on les laissera encore une dizaine d'années, à peu de choses près, on serait dans les mêmes façons de pratiquer l'assurance. Et c'est également un secteur qui est très peu appétant à la transformation, fut-elle digitale. Donc, le projet a été lancé en 2018, 1 an et demi pour bâtir la plateforme. Et nous sommes lancés au Sénégal depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin de l'année 2020. Je vous ai parlé de la genèse. Donc, Assuraf a été créé en 2018. On est basé à Dakar. On est distributeur de solutions métiers. Nous accompagnons certains acteurs dans la mise en place d'applications et de solutions métiers. Nous sommes distributeurs de produits d'assurance, donc avec un agrément qui est régulièrement obtenu pour le Sénégal et que nous sommes en phase de chercher dans d'autres pays de la sous-région. Nous avons également un département actuariel avec une actuaire senior où nous réfléchissons à mettre en place de nouveaux produits. Parce que si le taux de pénétration est d'1,5%, bien entendu, il y a la pratique de l'assurance qui laisse à désirer, mais nous sommes également convaincus que l'assurance ne propose pas encore des produits qui répondent aux besoins locaux, parce que la sociologie est bien entendu différente et nous sommes persuadés qu'il y a des produits d'assurance à mettre en place, à personnaliser et à lancer dans nos marchés. Donc, c'est une équipe 100% africaine, dont je suis le principal founder. J'ai des advisors qui sont dans l'assurance, dans les projets stratégiques autour des assurances, dont des projets IT notamment, et dans la finance. Voilà. Mais c'est une équipe qui est 100% africaine, constituée de personnes physiques, donc pas de personnes morales. Et on a un opérationnel qui est constitué de jeunes Africains, qui sont soit sénégalais, centrafricains, camerounais, d'un peu partout. Dans ce qui fait qu'on se définit vraiment comme une insurtech qui est made of Africa, parce qu'il y a beaucoup de bouts de l'Afrique qui constituent notre équipe. Et ce qu'on a comme objectif, c'est de digitaliser, d'optimiser, de rationaliser toutes les ressources en jeu dans toute la chaîne de l'assurance et de rendre l'assurance simple, transparente et accessible à tous. C'est vraiment la vision que nous avons, tant sur les produits les plus communs et les produits obligatoires le plus souvent. Là, je parle de l'assurance auto, mais surtout notre focus, c'est tout ce qui est produits de protection sociale, notamment avec les populations les plus vulnérables. Notre vision, c'est vraiment de rendre l'assurance vie, l'assurance santé accessible à la vendeuse de cacahuètes du coin de rue. Voilà, ça c'est véritablement la vision. Je vais passer sur l'autre. Voilà, donc nous sommes sur toutes les branches. Donc de la non-vie, auto, moto, santé, habitation, voyage et la partie vie également. Nous avons une plateforme multicanale de distribution et d'intermédiation, donc une sorte de marketplace, où nous intégrons
toutes les compagnies, des compagnies qui n'ont, encore une fois, pas l'infrastructure technologique, mais que nous intégrons dans notre API en développant tout un outil de cotation, de underwriting et de gestion des processus en interne. Avec un canal B2C, donc qui est accessible au grand public. Et nous avons également un modèle B2B2C avec certains partenaires et prescripteurs. Je ne vais pas revenir sur le laboratoire de recherche et innovation, mais bon, qui est plus du B2B, parce que nous sommes, administrativement, nous sommes un intermédiaire, donc nous ne sommes pas habilités à supporter le risque. Donc, les produits que nous développons au travers de ce laboratoire de recherche et innovation sont supportés par des partenaires stratégiques, des partenaires assureurs, qui, eux, sont habilités à supporter le risque. Et en dernier lieu, nous faisons aussi de l'accompagnement, tout ce qui est advisory et solutions digitales. Et vu que c'est un secteur qui est très data intensive et la donnée est un peu le point de départ de l'assurance. Il faut de la donnée pour pouvoir prédire la sinistralité, le coût du sinistre et la tendance historique. Donc, nous avons vocation à vraiment être un précurseur dans tout ce qui est data analytics et market research localement. Pour ce qui est de notre plateforme B2C, que je vous invite à visiter, donc c'est assuraf.com, a2suraf.com. Nous avons encore une fois une marketplace avec toutes les compagnies, quasiment toutes au Sénégal, avec les meilleures offres que nous négocions avec ces compagnies-là. Il y a une souscription qui est simple et sécurisée et 100% en ligne. Il y a le paiement en ligne, soit avec la carte bancaire, avec les divers paiements mobiles. Il y a la mise à disposition électronique des documents. Il y a le service client. Et des transactions qui sont complètement transparentes et sécurisées. Pour ce qui est du go-to-market, on est vraiment focalisé sur le digital, mais dans un premier temps, on est obligé de faire ce que j'appelle du phygital. Donc, une forte présence en ligne avec tous les mécanismes dont nous disposons pour le go-to-market digital. Mais vu qu'il y a véritablement de l'éducation à faire par rapport à la population, nous avons quand même, sur le modèle un peu brick and mortar, quelques stores, des stores que nous voulons aussi comme des concept stores, du digital, avec des bornes interactives pour pouvoir permettre aux usagers de prendre l'habitude à consommer l'assurance. Même s'ils viennent dans le store, on va les guider et les aider et leur faire faire un petit peu cet apprentissage-là pour qu'ils puissent aller vers l'assurance, se renseigner et faire ça en ligne une prochaine fois sur leur mobile ou leur PC. Donc, pour ces dernières slides, ce que nous essayons de faire véritablement, c'est de vraiment accompagner toute cette transformation-là qui est en train de s'opérer dans le secteur, dans d'autres pays qui sont beaucoup plus développés et où l'assurance est beaucoup plus introduite dans les cultures, mais de vraiment accompagner les acteurs et les usagers en bout de chaîne de l'assurance. Donc, ça commence par la partie distribution, donc, qui est le bout de chaîne de l'assurance, donc rendre l'assurance accessible. Ça va se traduire par la suite par les opérations, donc accompagner les compagnies pour leur process interne.
et, in fine, monter un peu pour le développement de nouvelles offres. Et pour finir, globalement, enfin, ce que nous adressons, c'est l'expérience client, mais l'expérience client de l'assurance qui commence pour nous par l'accès, encore une fois, que ce soit par la distribution ou par la visibilité, dans ce que nous appelons le awareness. Le deuxième pilier, c'est le onboarding, c'est-à-dire de pouvoir prendre en charge l'assuré. Le troisième point, c'est le paiement. Le paiement à distance et le paiement digitalisé. Le quatrième point, et un point névralgique, c'est le sinistre. Parce que l'assurance, c'est quand même un bénéfice, un avantage qui est vendu contractuellement. Et il faudrait que l'assuré puisse en bénéficier. Donc, la gestion du sinistre est aussi un point crucial. Et le cinquième pilier, c'est le service client. C'est-à-dire que le client puisse être remis au centre des préoccupations de l'assurance et puisse bénéficier de toutes les clauses et les conditions de son contrat. Merci, Souleymane. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Souleymane, pour cette présentation. Je veux juste 2 secondes, Christian, avant de poser une question. Je veux juste essayer d'encapsuler tout ce que tu nous as dit. Donc, en fait, ce que tu proposes, c'est un agrégateur de solutions d'assurance. Donc, tu es, entre guillemets, un courtier en assurance en ligne. Administrativement, courtier en assurance, oui. Administrativement, tu es courtier en... Donc, tu revends les produits d'autres de compagnies d'assurance en ligne. Et pour l'instant, tu es basé uniquement à Dakar. Basé à Dakar, je revends en ligne des produits d'assurance de compagnie. Okay. Et nous travaillons également sur de nouveaux produits que nous proposons à des compagnies partenaires et les vendre en exclusivité. Oui. D'accord, ok, très bien. Voilà. Christian, excuse-moi, je t'ai interrompu. Okay. Quelle est l'économie réalisée par le client lorsqu'il fait appel à un courtier comme toi? Ok. L'économie que va faire le client ne va peut-être pas forcément se traduire par un gain financier ou une réduction commerciale. Ça va plutôt être l'économie du déplacement, de pouvoir avoir toutes les informations en toute transparence, de pouvoir accéder à un espace personnel avec tout simplement son contrat. Parce qu'actuellement, je mets au défi, en tout cas concernant le Sénégal, la majorité de me sortir le contrat d'assurance et de me dire tout simplement quelles garanties ils ont souscrit. Donc, malgré le volume, les assureurs ne te font pas un prix de gros? Je peux faire un prix de gros, mais là, je vais toucher à un autre fléau dans le secteur, c'est la sous-tarification. Donc, je veux pas rentrer dans une sorte de limbo, qui c'est qui va faire le moins cher. Je pense qu'il faut que l'assurance soit vendue à son prix réel. Disant ça, j'ai un peu envie de faire la comparaison un peu avec l'industrie aérienne, qui est en train de vivre une catastrophe actuellement, où à un moment, les billets n'étaient tout simplement pas vendus au tarif auquel ils devaient être vendus, notamment grâce au yield management. Et je pense qu'au sortir de cette crise, voilà, les billets sont vendus à leur prix réel. Voilà. Je vais fermer cette parenthèse pour l'industrie aérienne. Pour revenir à l'assurance, pour dire que malheureusement, malgré que l'on soit à 1,5% de taux de pénétration, l'assurance n'est pas vendue au prix auquel il devrait être vendu. Donc, nous, on ne veut pas s'embarquer dans une sous-tarification, mais bien au contraire, on veut retrouver ses lettres de noblesse, l'expérience client comme elle devrait être, avec des tarifs transparents, de sorte à pouvoir répondre de nos engagements quand il se pose un sinistre. Donc, en fait, tu es dans un positionnement premium. Exactement.
D'accord. Parce que l'assurance, quand même, c'est un métier, c'est un métier d'actuaire, hein, avec des calculs. Donc, vous calculez la fréquence, le coût du sinistre et la tendance. C'est à partir de ce moment-là que vous calculez la prime. Si une assurance doit être vendue à 1000 francs et que vous la vendez à 500, il ne faudrait pas s'étonner s'il y a le sinistre justement qui a été prédit, ce produit, que vous ne soyez pas en mesure de payer le sinistre. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue un peu. Hein, parce que vous ne tenez pas votre part du contrat, donc en ne couvrant pas le sinistre, parce que tout simplement, vous n'avez pas les moyens. Et ça va contribuer au fait que les gens ne vont pas croire en l'assurance justement parce qu'ils se disent à quoi ça sert de m'assurer, ils ne me paieront pas. Voilà. Okay. Donc le positionnement est très clairement premium, mais pas premium pour, de façon cosmétique ou parce que tout simplement nous voulons nous adresser à une frange privilégiée. Nous voulons tout simplement que l'assurance, quelle qu'elle soit, elle soit vendue au prix où elle devrait être vendue. Après, pour les populations vulnérables, bien entendu, nous avons un gros focus là-dessus, mais ce serait plus de l'ordre de la micro-assurance, qui sont avec des primes différentes et des primes qui sont, encore une fois, calculées de façon assez rigoureuse sur le tarif que ça devrait être. Voilà. Okay. Marlene, le sondage? Le sondage. S'il te plaît. Souleymane, détends-toi. Ça ira, ça ira. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Je profite pour poser une question pendant que nos participants votent. Si j'ai bien compris, tu es en phase d'amorçage, donc tu es vraiment au début de cette aventure-là. Est-ce que tu as déjà reçu des investissements? Est-ce que tu es en recherche d'investisseurs? De quel genre de montant? Sur quel genre de rentabilité tu es en train d'aller? Donc, c'est une activité qui a été complètement bootstrappée. Donc, ça m'a donné la latitude de ne pas courir les VC ni les pitchs. Ça s'est peut-être senti d'ailleurs. J'ai jamais couru les pitchs et j'en ai peut-être jamais fait. Mais effectivement, on est en phase d'amorçage et il y a des investisseurs qui commencent à nous parler. Donc, on n'est pas en recherche active, mais nous sommes ouverts à discuter. D'accord. Comme le disait Izika, à un moment, il faut des fonds pour pouvoir changer d'échelle et adresser les choses à une échelle plus grande. Tu cherches combien aujourd'hui? Quelque chose entre 300 000 et 500 000 euros. D'accord. Pour un développement Sénégal ou au-delà de tes fonds? Un développement sous-régional. Sous-régional. Okay. Alors, le résultat du sondage? Je partage les résultats. Tu restes à convaincre. Oui, donc... Je devrais faire beaucoup plus de pitch. Voilà, il va falloir t'entraîner au pitch plus régulièrement. Et peut-être on va passer à... Bola, tu es prête? Je suis là. Parfait. Souleymane, tu peux arrêter le partage d'écran. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Souleymane. Merci beaucoup. Donc, Bola, bienvenue, Bola. Marlene, tu es contente, là? On termine avec une femme. Écoute, c'est assez rare pour être noté. Bon, l'entrepreneuriat féminin. Allez, Bola, on t'écoute. Super, merci Christian, merci à tous pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Ça rappelle les bons souvenirs de HEC, l'écosystème, etc. Donc, je suis Bola Bardet, je suis la fondatrice de Soussou. Donc, Soussou, c'est un service de santé digital qu'on a créé à l'origine pour permettre à la diaspora africaine d'offrir la meilleure qualité de soins à leurs familles basées en Afrique. Soussou a démarré avec une histoire personnelle, donc la perte d'un être cher en 2017. Moi, je suis d'origine béninoise, de nationalité française, donc je vis loin de mes origines et j'ai perdu en 2017 un être cher, tout simplement parce que le système de santé local n'était pas en mesure de lui venir en aide. À ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions
Et pour moi, le questionnement, il ressemble un peu à celui de Easycare finalement au niveau de la démarche. C'est de se dire que finalement, la diaspora africaine représente une manne financière extrêmement importante qui est croissante sans cesse. Donc, c'est quelques centaines de milliards qui sont envoyés tous les ans par la diaspora à leurs proches et que malheureusement, cet argent, en tout cas en ce qui concerne la santé, ne se traduisait pas en soins de santé de qualité pour la famille, pour plusieurs raisons. Un taux de pénétration de l'assurance qui est extrêmement bas, donc de l'ordre de 1% en Afrique subsaharienne. On vient de l'entendre là. On a également une pénurie de médecins spécialistes. Donc, effectivement, on peut trouver des généralistes, mais concernant certaines spécialités, certaines maladies un peu graves, ça peut tout de suite être un peu plus compliqué pour se faire soigner. Et pour finir, les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension qui explosent complètement. Donc, je suis partie de ce constat et je me suis rendu compte que finalement, en face, donc ça pouvait être générateur de stress pour la diaspora qui se dit, moi j'envoie de l'argent, mais l'argent ne me garantit pas que mon papa va voir les bons médecins hein, ou plutôt des charlatans de quartier. Il ne me garantit pas que ma maman n'est pas exposée à des médicaments contrefaits, qu'elle ne va pas acheter des médicaments au marché, etc., au lieu d'aller les chercher dans des pharmacies de renom. Il ne me garantit pas qu'en cas d'urgence, on ne va pas me réveiller à 2 heures du matin en me disant il faut trouver tout de suite 5 000 €, sinon papa meurt, etc. Donc c'est pour ça qu'on a créé Soussou, du constat que finalement, à part Western Union, MoneyGram, Frères et Sœurs, de ce type de service-là, il n'y avait pas grand-chose sur le marché pour répondre à ce besoin de la diaspora. C'est la raison pour laquelle on a créé Soussou. Donc c'est un service auquel donc, la diaspora peut souscrire digitalement depuis notre plateforme pour le compte de un ou plusieurs proches basés dans leur pays d'origine. Quelle est la spécificité de notre offre? La première chose, c'est qu'effectivement, on va offrir des services d'assurance. Déjà, on va offrir des couvertures d'assurance, mais on n'est pas juste là pour se contenter d'être une solution de paiement. On est un réel service de santé et c'est ce qui peut nous différencier de la concurrence. Donc, on va offrir déjà ces couvertures d'assurance. Donc, on a une licence de courtage, aussi bien en France que en Côte d'Ivoire où on est présent aujourd'hui. Et en plus de ça, on va proposer un réseau médical qui va être qualifié par Soussou. Troisièmement, on va proposer des services d'assistance. Encore une fois, pour nous, il était important de ne pas juste se dire qu'on était là pour financer. Pour nous, c'était de se dire qu'on garantissait finalement aux proches qui sont inquiets que leurs bénéficiaires vont avoir accès au meilleur en matière de santé sur place, qui vont voir les meilleurs médecins, qui vont avoir accès aux meilleurs spécialistes, que les meilleurs infirmiers se rendront à leur domicile, que leur diabète ou que leur hypertension sera suivi de la meilleure manière possible. Et c'est pour ça qu'on a voulu apporter, en plus de effectivement ces offres d'assurance, cette partie assistance qui est vraiment notre point de différenciation unique et qui permet d'accompagner les infirmiers dans leur parcours de soins. On a un call center qui permet de répondre aux besoins de tous les bénéficiaires, les questions qu'ils peuvent avoir sur leur santé, leurs inquiétudes, etc. Donc, ils nous appellent tous les jours pour signaler ces problèmes-là. Ils ont en face des infirmiers qui leur répondent. Ils ont en face des agents qui sont entraînés également. On a un service qui est là pour les aider à prendre des rendez-vous auprès de spécialistes. On pratique l'orientation médicale. On va avoir également tout ce qui concerne les demandes de devis. Voilà. Toute cette partie-là, on va dire la logistique autour du parcours de soins des bénéficiaires va être prise en charge par Soussou. Et c'est vraiment ça notre spécificité. Donc, on dit souvent qu'on est une insurtech, mais on est plutôt, on va dire, du côté de la santé que de l'assurance. Mais on accepte bien le terme d'insurtech. Et pour finir, et c'est extrêmement important également ça, parce que ça nous différencie également beaucoup de la concurrence, c'est toute la partie prise en charge des maladies chroniques, si j'ose dire, des bénéficiaires non assurables. On a fait un constat simple, c'est que la diaspora aujourd'hui envoyait de l'argent pour des personnes en bonne santé, leurs enfants, leurs femmes, leurs cousins, etc. Mais qu'il y avait beaucoup de gens à qui la diaspora envoie de l'argent qui ne sont pas assurables, donc dont les assureurs ne veulent pas. Et nous, malheureusement, on n'est pas assureurs, on n'est que courtier. Donc, on n'avait pas de solution
en termes d'assurance pour eux. Notre solution a été de proposer à ces gens-là, donc qui ne sont pas assurables, une forme de couverture qui permet en fait de suivre leur maladie et de s'assurer qu'elle n'est pas en train de se péjorer. Donc ce n'est pas de l'assurance, mais c'est un programme sur mesure qui va leur être proposé, qu'ils soient diabétiques, qu'ils soient hypertendus, qu'ils aient une autre condition physique, une autre maladie chronique, qui permet de suivre leur santé, qui permet de leur envoyer des infirmiers à domicile régulièrement, leur permettre de voir des médecins spécialistes. On leur fournit également des appareils connectés, des glucomètres, des tensiomètres. Ils ont des cols de courtoisie tous les mois. Ils sont appelés donc, par des infirmiers, des médecins pour savoir comment ils vont pour prendre leur constante médicale. Et tout ça donc, va être organisé par Soussou. Donc voilà qui on est. Aujourd'hui, nous sommes présents en Côte d'Ivoire. Donc en France, évidemment, on a un CABIS en France où on a une équipe qui est en charge du management général, du marketing, de la partie tech également, et également du customer care, si on ose dire, côté diaspora. Et en Côte d'Ivoire, on va avoir, donc, contrôlé par un country manager local, une équipe opérationnelle, donc qui est en charge de toute la partie logistique, on va dire médicale, et également l'équipe de vente qui est locale. Donc voilà aujourd'hui où on en est. Contrairement à nos concurrents, on a choisi un ancrage local. Pour nous, le service qu'on propose, il a démarré par mon histoire, par le côté diaspora. Donc effectivement, je suis partie de mon propre besoin pour développer ce service. Mais très vite, on s'est rendu compte que effectivement, en fait, c'est un service tout à fait opérationnel. Toute l'opération est gérée localement et donc on s'est très vite dit qu'on pouvait proposer ce service également localement. Donc aujourd'hui, on a choisi de s'ancrer plutôt localement. On ne fait pas de course à l'échalote pour être dans tous les pays d'Afrique le plus rapidement possible. On veut s'ancrer, on veut se professionnaliser, on veut être très très sûr de notre expertise en Côte d'Ivoire et on est en train de préparer nos déploiements aujourd'hui dans de nouveaux pays d'Afrique en 2021. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas. Je n'ai pas préparé de slide, donc peut-être que vous pouvez me poser des questions. Dans quel pays tu vas te déployer en 2021? Voilà. Alors, parce que oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en tant qu'alumni, on peut se tutoyer. Aujourd'hui, on vise le Sénégal, donc on sera voisin d'Assuraf comme premier. On est également sur la Guinée et le Cameroun. Après, tu vas au Bénin. Oui, le Bénin aussi est sur notre... Le problème du Bénin, je suis béninoise, c'est que c'est tellement petit que voilà, il faut pouvoir... il y a un problème de profitabilité au niveau du marché, etc. Donc, on va le condenser peut-être avec le Togo, etc. Mais ce n'est pas forcément les pays qu'on vise en priorité. D'accord. Voilà. Oui. J'ai remarqué quelque chose. Oui. Tu nous as donné aucun chiffre. Ouais. Quel chiffre Des chiffres, quelques chiffres. Quel chiffre Je ne sais pas. Dis-moi, non, mais j'ai un peu improvisé, j'ai rien préparé, donc peut-être que c'est un peu... Voilà. Non, mais si tu pouvais donner, je sais pas quelques chiffres, là où tu en es aujourd'hui. Où j'en suis? Alors, je ne te dirai pas le nombre de clients que j'ai, c'est confidentiel, c'est réservé à mes investisseurs. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est qu'on est content. On est content de notre année 2020. En plus, on fait partie des rares startups, les premières startups à avoir lancé une initiative spéciale Covid. Pour 2019, on a très vite, avec le confinement, désolé, j'ai mon fils qui s'invite à la partie, on a très vite lancé des initiatives spéciales Covid qui consistaient à les distribuer pour que les gens ne sortent pas de chez eux via des coursiers, des kits d'hygiène à des bénéficiaires, donc contenant des gels hydroalcooliques, des gants, du gel, des choses comme ça. Et on faisait vraiment partie des précurseurs en termes d'initiatives spéciales Covid pour l'Afrique. Donc, on est vraiment content d'avoir pu apporter notre petite pierre à l'édifice Covid. Peut-être je parlais des partenariats. Donc, on a 2 gros partenariats. Ce sont Alliance Afrique et puis SAM, qui sont nos 2 gros partenaires. On est évidemment financé par la BPI France. On a également financé par les investisseurs privés et institutionnels. Et voilà ce que je peux te dire à ce stade. Pardon? Est-ce que tu as incubé ou accompagné? Oui, on est à l'INSEAD à Station F.
D'accord. Bon, on n'y est pas très présent actuellement en raison du confinement, mais voilà, nos bureaux sont officiellement là. On va interrompre ce call à la l'INSEAD. Désolée, j'ai postulé à HEC, je me suis fait jeter, donc voilà, je suis allée chez qui m'a accueilli. Donc aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'argent, c'est ça? Ah, bon, on a toujours besoin d'argent quand on est une start-up. Ah bon? Oui, bien sûr. Ah. On est en pleine expansion, on est en plein développement, on est au tout début de l'aventure. Aujourd'hui, ce qu'on fait est unique, vraiment. Ce côté assistance qu'on va apporter, ce côté non assurable, service aux personnes non assurables. J'ai parlé à beaucoup de gens localement qui m'ont dit, mais enfin, des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'ont dit, mais moi, je vis en Côte d'Ivoire, j'ai mes parents en Côte d'Ivoire, je veux ce service pour moi, grosso modo. Donc pour nous, on est juste au début de l'aventure. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'énergie encore à apporter sur ce projet-là. Et évidemment que voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre et on a absolument besoin encore. Donc, avis aux investisseurs. Attends, j'ai une question que se posent certaines personnes. C'est en quoi il est souvent plus compliqué d'entreprendre en Afrique? Ah, mais c'était surtout, je ne sais même pas quoi te dire. Oui, non, mais tout est plus compliqué. Oui. Grosso modo, le financement aujourd'hui, quand tu as une start-up en phase d'amorçage, tu ne trouves pas des moyens de financement. Aujourd'hui, je suis financée, j'ai honte de le dire, uniquement par des Européens. Donc voilà, c'est la triste réalité. Qui croit dans le projet, c'était impossible de trouver des sources de financement. À partir de la série A, ça commence à arriver, mais avant ça, c'est le vide sidéral. C'est impossible de se faire financer. Pourquoi, à ton avis? Je pense que l'écosystème n'est pas encore suffisamment mûr, il est en train de se construire et que les startups qui vont faire des exits vont à leur tour devenir des business angels et financer les plus petites, mais on n'en est pas encore là, on n'a pas eu suffisamment d'exits aujourd'hui. Donc toute la chaîne qui est classique de se dire d'abord on a des business angels, ensuite on passe sur les fonds seed et les fonds d'amorçage et série A, cette chaîne-là n'est pas encore suffisamment bien construite, il me semble, par rapport à l'écosystème africain. Et c'est de ça qu'on souffre un peu aujourd'hui. D'accord. C'est le problème, selon toi, c'est l'amorçage. Il me semble. D'accord. Moi, ce que j'entends du côté des investisseurs, et j'aimerais bien que Bola ou les autres répondent également, c'est ce que j'entends, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas investir en phase d'amorçage sur les startups africaines parce que peut-être que les autres peuvent réagir. Hein. Oui, c'est que le paysage réglementaire est trop complexe. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les organes de régulation de l'assurance? Est-ce qu'il y en a, je suppose? En fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur de la diaspora, on est vraiment bien placé pour mesurer les différences entre les deux univers, hein, parce qu'aujourd'hui, on a des bureaux en France, donc on a traversé toutes les étapes administratives en France, et la même chose en Côte d'Ivoire, en Afrique, on est présent. Et effectivement, rien n'est simple pour nous localement quand tu es une start-up. Déjà, la lourdeur administrative pour toutes les étapes de création, entre les gens qu'il faut forcément qui essayent de se faire corrompre pour te faire sortir ta licence ou ce genre de choses. Il faut lutter contre ce système-là qui, hélas, existe. Malheureusement, je suis obligée de le dire. Il faut également compter avec le fait que tu sois une start-up ou une grande boîte ou je ne sais qui d'autre. Dès ton premier jour d'existence, tu vas commencer à être imposé, donc payer des impôts alors que tu roules à perte déjà. Donc, il n'y a rien, et pour parler du financement d'État, quand on parle de la BPI France, qui est un organisme que je trouve formidable en France, qui fonctionne extrêmement bien et qui a extrêmement bien fonctionné durant le confinement. Et nous, on n'a pas trouvé malheureusement l'équivalent de la BPI localement. Donc effectivement, moi je trouve que les startups qui sont uniquement dans l'écosystème local sont des héros, quoi, des génies. C'est un combat permanent et je ne vous parle pas du réseau pour les choses basiques comme le réseau Internet, ce type de commodité-là. Mais nous, on est en permanence connectés avec nos collègues en Côte d'Ivoire. J'ai passé tout le mois de janvier en Côte d'Ivoire. Parfois, la moitié de la journée, tu ne peux pas travailler parce que la connexion n'est pas terrible, etc. Donc voilà, on ne va pas dépeindre un tableau qui est noir, mais c'est la réalité. Il faut faire avec. L'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à construire encore et il faut faire avec la réalité du terrain, tout simplement. Ok.
Bertrand, Merci. Un sondage? ah, sondage, Oui, pardon. oui, oui. Oublié. Sondage. Le sondage de Bola. Et Moulay, tu commences à préparer les questions du public? Oui, alors elles sont déjà prêtes. Attends. Ça marche. Alors, qui a convaincu Bola Qui Bola a convaincu? Non? Oui, qui Bola? Pardon. On est en train de se diriger aussi Ah ouais. vers un score soviétique. Très intéressant. Et je vais mettre fin au vote, partager les résultats. Tu as convaincu 68% des répondants. Voilà, félicitations, c'est pas mal. Pardon, merci, j'avais coupé le micro. Merci. Donc Moulay, tu as quelques questions? Oui, il y avait d'autres questions qui sont intéressantes dans le sondage. Qui sont les participants? Ça, on l'a déjà rempli. C'est déjà rempli? Oui. Ok, très bien. Et quel montant pourriez-vous éventuellement investir? Et la réponse? Sur des startups Oui, africaines, ça c'est pas mal, ça. Oui, oui. Je le lance maintenant. Intéressant. Alors. Ok, tu peux commenter et partager. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. 47% des personnes interrogées et répondantes ont déclaré pouvoir investir moins de 50 000 euros dans une start-up africaine, ce qui, Ouais. je pense, sont tout intéressants. Et 38% n'envisagent pas pour l'instant d'investir. Il y a quand même 9% de personnes qui peuvent investir plus de 100 000 euros. Donc, oui, donc on vous partagera la liste. Ce sera comme au loto pour vous trouver. Donc, il y a 5 personnes qui seraient prêtes à investir plus de 100 000 euros. Ouais. OK. Donc, chers start-upers, c'est le moment de finir de convaincre. Moulay, les questions? Bonsoir à tous. Alors, on va commencer dans la chronologie de l'événement. Tout d'abord, félicitations à tous les speakers et à toute l'équipe d'organisation, Christian et Marilyn. Alors, la première question, tout d'abord pour EasyCare, pour Bertrand. En fait, c'est une question qui a été posée par plusieurs participants. C'est comment la famille localement réagit à ce phénomène, à votre service, puisque des modèles similaires sont crachés car la famille localement veut recevoir du cash. Alors, c'est une très bonne question. Le retour terrain nous a enseigné beaucoup de choses. On a des témoignages clients, des dames qui nous disent, qui nous appellent, nous envoient des WhatsApp, qui nous disent merci EasyCare, de mon existence, j'aurais jamais cru que je pourrais me soigner à la clinique de Bonapriso à Douala, mais j'ai pu être hospitalisé à la clinique de Bonapriso, on m'a bien soigné, des bons médecins grâce à EasyCare. Alors, pour information, la clinique de Bonapriso à Douala, c'est la meilleure clinique de Douala. Bonapriso, c'est le quartier le plus huppé de Douala. On l'appelle clinique des milliardaires. Vous voyez quelqu'un qui gagne un SMIC au Cameroun, qui est l'équivalent de 75 euros par mois, et qui a pu se faire soigner grâce à EasyCare, la clinique des milliardaires. Donc, ça, c'est un peu ce type de retour client qu'on a. Maintenant, effectivement, on a certains cas où les gens qui étaient habitués au cash avant, ils ne reçoivent plus ce cash-là. Ils rappellent la diaspora en disant oui, machin truc, pourquoi tu nous envoies plus de l'argent et tout, des choses comme ça. Avec EasyCare, nous, on ne reçoit plus cet argent-là. Mais c'est à nous aussi, nous, parfois, on prend le relais là-dessus pour leur expliquer que voilà, leur santé est plus importante. Leur santé est plus importante que le cash qu'ils peuvent avoir et surtout que ce cash-là se matérialise aujourd'hui. Bien sûr, c'est immatériel, mais c'est à travers les soins de santé qu'on leur procure, on remplace royalement ce cash-là qu'ils pouvaient recevoir avant. On a également des témoignages du genre quelqu'un qui a souscrit à EasyCare. Bon, généralement, on est né d'une grande famille en Afrique, très généralement, avec beaucoup d'enfants. Ils ont des groupes WhatsApp. Lorsque papa et maman se soignent grâce à EasyCare,
ça crée des émules dans la famille, parfois des petites frictions aussi, où papa et maman qui ont EasyCare donnent l'impression que voilà, c'est leur fils ou leur fille qui a souscrit EasyCare pour eux, qui est finalement l'enfant qui s'occupe bien d'eux par rapport aux autres enfants. Donc, du coup, il y a d'autres fratries qui nous appellent aussi en disant « Ah, je vais souscrire pour ma tante, je vais souscrire pour mon oncle et tout ». Donc, on a toutes ces petites histoires qu'on a mis dans notre book. Et je dirais que, bon, d'autres histoires viendront et on rencontre de tout type de choses, quoi. Merci. Une deuxième question, toujours pour toi, Bertrand. Donc, cette question a été posée par Fab2G, c'est le pseudo. Donc, c'est comment EasyCare permet d'assurer la qualité des soins reçus? C'est un problème fréquent que nous avons localement. Alors, comment effectivement assurer la qualité des soins? Ça également, c'est une très bonne question. Dès le départ, nous, je vous ai dit tantôt qu'on a fait plusieurs voyages en Afrique dans la phase de la conception de notre offre. On n'avait pas encore commencé à développer la plateforme. On est allé au Cameroun, rencontrer des partenaires, rencontrer des assurés, quelques assurés qui étaient chez ces assureurs-là, rencontrer aussi des clients, des personnes lambda qui n'ont jamais entendu parler d'assurance et tout. On les a interviewés, on a récolté tous leurs... on a vu tous les problèmes qu'ils rencontraient. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au retour de ça, on a conçu EasyCare vraiment pour adresser ces problèmes-là, pour vraiment adresser ces problèmes-là. Et aujourd'hui, EasyCare, à travers EasyCare, la diaspora souscrit et la famille a cette carte d'assurance et qui lui permet effectivement d'aller dans un bon réseau que nous avons audité au préalable, parce que tous les praticiens avec qui nous travaillons, nous les auditons d'abord en amont, avant de les amener, de faire l'onboarding sur notre plateforme. Notre directeur médical, Dr Pierre Abadi, c'est son job aujourd'hui. Depuis le début, c'est son job. Et chaque année, nous, on audite chacun de nos partenaires dans tous les pays où nous sommes présents. Et il y a une espèce de rating que nous faisons en interne. Bon, eux, ils s'en doutent notamment, mais bon, nous, on n'expose pas forcément. Mais si un praticien a des comportements déviants, nous, on le sort de notre réseau. Aujourd'hui, dans les pays où nous travaillons avec en moyenne 95% du parc hospitalier de ce pays-là, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., etc. On travaille avec 95% du parc hospitalier. Cette année, en janvier 2021, on a sorti à peu près une dizaine de praticiens de notre plateforme parce que certains assurés sont arrivés chez eux, et notamment des pharmaciens, un vendredi soir, ils doivent aller en week-end, ils imposent à l'assuré de payer en cash avant de se faire rembourser. Or, normalement, avec la carte EasyCare, nous, on fait l'avance de frais, c'est-à-dire que l'assuré n'a pas à sortir de l'argent. Donc, lorsque les assurés nous ont remonté ce genre de comportement, ça s'est reproduit. On les a fait un rappel à l'ordre, et lorsque ça s'est encore reproduit, on les a sortis de notre réseau. Donc, nous, on a un audit des praticiens avec qui nous travaillons. Merci. On continue avec les questions. À une autre personne, Moulay? Toujours pour Bertrand? Non, on tourne. Ok, on tourne. Alors, pour Assuraf... Si possible, des réponses courtes. D'accord, ouais. Voilà. Des réponses courtes. Complète et riche. En fait, tu as répondu très bien, Bertrand, avec les questions d'audit. Donc, pour Suleiman, pour Assuraf, une question d'Aïna. Pourquoi le choix du multibranche dès le lancement? Est-ce que ça vous permet de rentabiliser des branches plus difficiles comme la santé? Le multibranche dès le lancement, ça a été un choix naturel afin de pouvoir couvrir tout le spectre de besoins en assurance, en adressant le low-hanging fruit, c'est-à-dire le marché qui existe déjà, tout en travaillant à développer d'autres marchés qui n'existent quasiment pas. Parce qu'à part l'assurance auto, il n'y a quasiment rien d'autre qui existe véritablement en termes d'appétence du marché. Donc, d'exister sur l'existant, c'est-à-dire l'assurance auto, de sorte à pouvoir grossir l'activité de façon sereine, tout en adressant tous les autres branches. Alors, une nouvelle question de Yvan Wang, qui a été très actif sur le panel, et merci. Donc, la question, c'est quelle est votre stratégie d'exit? Quel acteur verrait d'un bon œil votre développement? Quid des marchés plus matures comme le Nigeria et le Kenya?
qui s'y est-il passé en termes d'achat-revente d'AssureTech, montant des transactions? Pour l'instant, moi, je suis en phase d'amorçage. Je viens juste de sortir de la phase de création. L'exit, j'y pense pas encore. Peut-être d'autres parmi mes compagnons. Mais bon, je vais quand même cheminer encore un petit peu avec Assura. Les ambitions sont grandes. On verra ce qu'on fera d'ici 5 ans ou plus. Voilà. Mais le endgame, pour l'instant, j'y pense pas encore. Je pense plutôt à renforcer l'activité. Oui, laisse-moi poser la prochaine question. C'est un business angel que je connais bien, Emmanuel de Cazotte. Donc, je vais poser. Donc, il a une question pour Bola. Bola, quel est ton business model? Qui paye quoi et combien? OK. Donc aujourd'hui, on propose 2 catégories de produits. Des produits pour les bénéficiaires non assurables. Comme je l'avais dit, voilà, on leur met en place des parcours un peu de santé sur mesure pour suivre leurs conditions, et puis des produits pour les bénéficiaires assurables. Aujourd'hui, comme on a finalement 3 composantes du service, on va avoir la partie couverture, on va avoir la partie assistance et la partie santé. On va proposer donc un package à la diaspora. Donc la diaspora va souscrire à un service innommé qui va être en fait un package où il y aura un peu d'assurance, où il y aura des services d'assistance et il y aura des services de e-santé. Donc il paye un abonnement qui comprend de l'assurance. Soussou donc va récolter cet abonnement et va reverser à l'assureur la part qui lui revient. Donc la prime d'assurance, et va toucher donc en plus du revenu du service une commission due à l'activité de courtage. Donc voilà notre business model. D'accord. Moulay, je peux poser une autre question? Moulay, oui? Alors, une question pour Assuraf. C'est une question assez généraliste, mais très intéressante pour tous les acteurs, notamment les AssureTech. Donc, le secteur bancaire, par exemple, est toutefois très peu développé, faible vulgarisation des utilisations des cartes de bancaires. Ne craignez-vous pas que le retard du secteur bancaire soit un indicateur d'une véritable réticence du marché africain vis-à-vis de l'assurance, d'une part, et de la digitalisation de l'autre part? D'accord. Effectivement, le taux de bancarisation est très faible aussi dans nos pays, l'ordre de, je dirais, 15-20%. Ce qui a un peu pavé le chemin pour l'explosion qu'on a vue pour tout ce qui est paiement mobile. Donc, le rattrapage, ce que je pourrais appeler rattrapage en termes de services bancaires primaires, ça a été fait avec les paiements mobiles. Et nous voyons que le mobile va de plus en plus grignoter sur ce marché-là. De la banque à l'assurance, c'est vrai que c'est deux secteurs très proches. L'assurance est encore plus un challenge, parce que la banque, on a quand même un besoin de garder son argent, on a un besoin d'épargner, on a un besoin d'emprunter. Donc, on va dire que c'est des besoins qui sont assez fréquents chez les particuliers comme dans les activités. Chez l'assurance, c'est plus une chose fonctionnelle. On prend l'assurance quand on en a besoin. Et encore faudrait-il savoir qu'on en a besoin. Donc, l'éducation, il y a encore beaucoup plus d'éducation à faire, sauf bien entendu pour l'assurance santé, parce que les besoins de santé sont vraiment primaires. Et je suis heureux qu'il y ait d'autres startups qui adressent ce secteur spécifique-là. Mais l'assurance, globalement, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation. Beaucoup d'éducation. La pénétration de l'Internet est très, très forte, de plus en plus. On parle de 60%. Mais encore faudrait-il que la cible fasse des choses fonctionnelles sur Internet. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Quand on voit les usages d'Internet dans nos pays, ça va être plus de l'entertainment ou de l'infotainment plutôt que de faire des choses vraiment fonctionnelles. Donc, je vais avoir des bacs plus 15, j'exagère à peine, qui vont passer leur journée sur Internet à faire d'autres choses, mais pour faire un parcours de devis de 2 minutes, ils préfèrent appeler. Donc, il y a toujours ce contact avec l'agent qui est assez répandu. Donc, voilà, ça prendra du temps de faire l'éducation.
Mais on va y arriver. Tout comme le paiement mobile a pu pénétrer le marché et être vraiment une alternative à la banque, avec l'assurance, on y arrivera également. Mais ça se fera via le mobile, j'en suis persuadé. Merci, Souleymane. Moulay, j'ai une question. Alors, donc, il s'agit d'Éric. Donc, Éric est dirigeant d'un groupe, il est dans le secteur de l'éducation, et il pose la question suivante. Je suis très intéressé par le secteur des assurances sur le continent, car je cherche des manières pour assurer nos 500 enseignants dans nos 9 pays. Donc, 500 enseignants dans nos 9 pays. Il dit la chose suivante. Les assurances santé existantes sont souvent plus adaptées aux expatriés qu'aux locaux. Et en gros, ce qu'il dit, comment concevoir des produits d'assurance santé privés pour des salaires locaux compris entre 200 et 1000 euros par mois? Voici sa question et elle s'adresse à tous les trois. Je partage le constat aujourd'hui qui est de dire effectivement que, notamment en ce qui concerne la santé, les assureurs fuient un peu l'individuel, hein, grosso modo, et ça justifie un peu ce taux de pénétration qui est un peu faible. Aujourd'hui, les assureurs vont avoir tendance, en tout cas les assureurs traditionnels, vont avoir tendance à privilégier les contrats groupes, les contrats d'entreprise avec des grands groupes internationaux où ils ont la sécurité de récolter leurs primes quelque part. C'est un peu ça aussi. Et ils ont aussi un effet positif sur la sinistralité, vu que le risque est plus diversifié dans un groupe, dans un collectif, qu'en partant sur l'individuel. Il y a également le risque de fraude qui est un peu plus bas que quand on part sur des individus. Bon, ça, c'est les constats qu'ils ont fait pour partir se ruer sur le collectif. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis heureuse de faire partie de cet écosystème, on voit qu'il y a une tendance à essayer de proposer des produits aux individus, à aller vers de l'individuel, à proposer des produits qui ont un meilleur fit par rapport au marché que des produits comme copier-coller des modèles français. Donc, il y a un effort qui est fait. Il y a des startups aujourd'hui comme Balloon, pour ne pas les citer, qui commencent à avoir vraiment une empreinte localement également parce qu'elles arrivent à parler aux gens et à démontrer que l'individuel, en termes d'assurance, même pour la santé, peut se faire. Donc, nous, on est content d'être membre de ce mouvement-là, parce qu'il y a tellement de choses à faire, hein, c'est une vraie opportunité. Si vous cherchez des assurances pour vos 500 employés, adressez-vous à Soussou. Soussou pourra vous aider. Je peux vous laisser mon adresse email et on vous fera un contrat sur mesure pour vos employés. Souleymane, une réaction par rapport à sa préoccupation? Voilà, enfin, moi, je suis assez sensible aux problématiques de santé, hein, ayant grandi dans une famille de médecins. Il est vrai que, en général, dans la pratique, les compagnies d'assurance sont très peu enclines à faire de l'assurance individuelle, parce qu'il y a une très forte sinistralité, et en général, ils préfèrent assurer les compagnies, et quand bien même ils assurent les compagnies, c'est adossé à d'autres risques, afin de diluer le risque un petit peu. Donc, pour revenir à la question, nous sommes en train de mettre en place avec... Il y a des initiatives que nous avons avec plusieurs partenaires, des partenaires notamment qui agrègent beaucoup de repatres, de gens voilà, de la diaspora qui reviennent, qui ont de petites structures, qui ont des TPE, des PME. Et il y a un dispositif que nous avons mis en place qui s'appelle AssureCare, et qui va leur proposer un accompagnement de couverture de santé. Là, tous les jours, voilà, nous avons des gens qui s'affilient à ce programme-là, et nous constituons un groupe avec des différents collèges que nous mettons. Donc, ça va être un groupe de 1000 personnes, 2000 personnes, avec différents collèges dont nous allons suivre la sinistralité et aussi que nous allons accompagner sur l'éducation. Parce que ce n'est pas parce qu'on a cotisé 200 € qu'il faut consommer 200 € même si on n'en a pas besoin. Donc, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire.
L'assurance, ce n'est pas consommer sa prime coûte que coûte. Tant qu'on n'aura pas résolu cette problématique-là, adresser l'individuel va être très compliqué. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la couverture, mais également dans l'éducation et aussi le suivi, de faire des notifications, de faire des alertes s'il y a de la surconsommation de prestations médicales, etc. Et également de faire de la prévention, parce que l'assurance santé, ça commence par la prévention. Ça va être du coaching nutritionnel, ça va être du coaching même sportif, voilà. Donc, dans le dispositif que nous proposons justement en ce moment dans AssureCare, ça inclut tout ça, dans la partie prévention et éducation, qui me semblent primordiaux. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Peut-être qu'on va proposer à Pierre-Yves Carpentier. Pierre-Yves, est-ce que tu es là? Ton micro est coupé. Tu n'as pas activé ton micro. Je l'autorise. Tu l'autorises, voilà. C'est bon. Voilà. Donc, Pierre-Yves, tu te présentes et puis ta réaction à chaud. Ma réaction à chaud, non, bon, donc Pierre-Yves Carpentier, moi je suis le président du Club Développement International depuis déjà un certain temps. Je trouve qu'effectivement les conférences qu'on organise par Zoom maintenant sont plutôt réussies et permettent à beaucoup de gens d'intervenir même s'ils ne sont pas sur place, ce qui est un grand progrès par rapport à ce qu'on avait jusqu'ici. Alors les conférences en particulier sur l'Afrique sont très intéressantes parce que Christian réussit à réunir autour d'un même événement des points de vue assez différents, mais qui quand même font intervenir des gens qui ont beaucoup de compétences et de connaissances de leur marché et de leur pays et des sujets. Donc en fait, on a quand même un brassage d'idées qui est de très bon niveau. C'est ce que moi j'ai perçu. Maintenant, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'assurance, donc je connais très mal ce marché. Je le connais encore moins sur l'Afrique parce que je n'ai jamais réfléchi vraiment au problème. Et ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, chaque expérience est un petit peu particulière. Je ne sais pas s'il y a vraiment comment on appelle ça, du cross-fertilisation entre les différents orateurs. J'ai un peu l'impression qu'en fait, les problématiques sont quand même assez différentes d'un pays à l'autre ou d'un secteur à l'autre. Mais en tout cas, j'admire comme d'habitude l'enthousiasme et la pêche des participants, des intervenants, parce que je trouve que quand on les écoute parler, ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie et je trouve que c'est ça à chaque fois qui m'épate le plus. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'honnêtement, je ne suis vraiment pas spécialiste du sujet. Et je trouve simplement que la conférence est bien organisée, ça marche bien, c'est fluide, les gens sont intéressants, on sent qu'ils sont passionnés. Et donc, je les admire beaucoup pour ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Pierre-Yves. Ah. Tu es banquier, n'est-ce pas? Yes. La prochaine conférence sur les startups africaines, on va parler d'argent. Ça te plaît, hein? C'est de la banque de détail, c'est de la banque de... Non, on va parler d'argent, on va parler Je reconnais quelques investisseurs là qui sont en train de sourire. Oui, toi, tu vois tout le monde. Oui, je les vois à l'écran. Oui, en fait, l'objectif, la première conférence, c'était sur les fintech. La deuxième, c'est la thématique de l'assurance. Et l'idée, dans quelques jours, ce sera de donner la parole à ceux qui ont de l'argent. Hein, voilà, ceux qui ont de l'argent, autrement dit, les investisseurs qui financent les startups africaines. Et l'idée, c'est de comprendre leurs critères de choix et échanger avec eux. Donc, il y a déjà quelques investisseurs à qui j'ai parlé. Ils sont très motivés pour partager leur expérience sur... ils ont quelques coups de gueule des coups de gueule à partager avec les entrepreneurs. Mais le but, au fond, c'est de savoir comment les convaincre. Et donc, ils vont nous expliquer ce qui... Voilà, c'est ça l'idée. Je pense qu'il faut qu'on comprenne comment ils réfléchissent, comment ils réagissent. Exactement.
qu'est-ce qui les intéresse le plus. C'est leur façon de penser qui nous intéresse, effectivement. Et s'ils acceptent de parler, ça va être très, très intéressant. Voilà, donc généralement, quand on parle d'argent, ça intéresse beaucoup de monde. Et donc, je suis convaincu que vous serez nombreux dans quelques jours. Absolument. C'est quand déjà? C'est quand? Écoute, d'ici 48 heures, tous les participants recevront un message avec la date aux alentours de mi-mars. Ben, parfait. Voilà, donc c'est bientôt. Ben, je serai là aussi. Merci en tout cas, Christian, et bravo. Marline, le mot de la fin? Ton micro est coupé. Ah, Moulay? Activé, ça y est, c'est mon OK. revenu. Merci beaucoup, Christian, et merci à nos 3 start-upers. Je voudrais encore une fois vous témoigner mon admiration pour ce que vous faites, parce que être entrepreneur en Afrique, c'est un vrai challenge, et on est très fiers de vous, et si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, vous accompagner, n'hésitez surtout pas. Et on prendra soin, Christian et moi, de relayer tous les messages que nous recevons. Oui, Puis le message que nous recevrons d'ici quelques jours d'investisseurs prêts à mettre 100 000 € ou plus dans vos startups. Et bon courage pour la suite. Et merci aussi à tous les participants qui sont restés avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde et rendez-vous dans quelques jours. On va parler d'argent et de chiffres. Parlons d'argent. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.